tu sais, je trouve rien qui me correspond, rien qui me plaît. Je cherche, je fais tourner des noms. Il y a plein de trucs qui me plaisent. Et un matin, fulgurance, je me lève un matin, c'est super prof. Je me dis putain, je fonce à mon ordi, je te promets, je tape pour voir sur Pseudo s'il est disponible. Putain, il est pris et en plus il est en vente. Donc je me dis merde. Combien? Ok. Alors à l'époque il est $25,000. C'était un squatter, tu sais, c'est quelqu'un qui a acheté, c'était un Coréen. Donc voilà, et je tente de l'acheter. D'abord, je propose $500, il me propose 25 000. Enfin bref, donc je me dis ah là, une alternative s'offre à moi. Soit je change de nom parce que voilà, soit je me dis bah non, il faut que je l'aie. Et super prof, ça marchait bien. Ça marchait bien parce que le mot super, bon bah c'est quand même un mot international qui marche vraiment dans tous les pays. Donc ça c'est le premier point. Et puis le prof, ça se comprend bien. Tu vois, je me suis jamais dit tiens, je vais chercher un nom qui est compréhensible dans tous les pays parce que ça sert à rien. Google c'est incompréhensible, Airbnb c'est incompréhensible. En fait, on s'en fout que le nom soit compréhensible dans tous les pays, mais par contre, on s'en fout pas qu'il soit facilement enfin, tu peux facilement le comprendre. Et le mot prof, c'est un truc qui marche partout. C'est prof au Brésil, prof en espagnol, prof aux États-Unis, ça a une connotation un petit peu, on va dire, éducation scolaire, mais ça se comprend. Et le mot super, il est international, il n'y a pas de discussion. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Wilfried Granier, fondateur de Superprof. Superprof est une plateforme de mise en relation d'élèves et de professeurs avec plus de 11 millions de profs à date dans la plateforme et encore plus d'élèves. Vous avez un trafic de 16 millions de VU ou de visiteurs, mensuels. Bonjour Laurent, alors c'est des sessions, on parle en sessions. C'est des sessions, d'accord. Voilà. 16 millions de sessions, 12 millions d'euros de CA l'année dernière et près de 200 collaborateurs, dont la moitié, tu m'as dit, en remote ou à distance. Absolument, ouais, puisqu'on opère dans 28 pays et donc on a une centaine de gens en CDI et dans Paris, dans le 10e arrondissement, et une centaine de prestataires avec qui on travaille, des partenaires, parce que c'est plus que des prestataires, dans les 28 pays. Dans les 28 pays. Vous êtes donc 200 collaborateurs, c'est ça, en à peine 6 ans, non, un peu plus du coup, parce que c'est ce que tu me disais aussi, vous avez fondé en 2013, ouais, ça fait voilà, presque 7 ans, sans jamais avoir levé un seul euro. C'est une incroyable aventure qu'on va creuser ensemble aujourd'hui. Je suis très heureux de te recevoir. Et ben moi, on sort de 2 mois de confinement et on est dans un déconfinement light puisqu'on est on est le 1er juin d'ailleurs. On travaille le jour de la Pentecôte, donc parce qu'il n'est pas chômé, donc. Exactement, voilà. Tout le monde ne le comprend pas, mais bon. Comment ça se passe pour vous, ce déconfinement ? Écoute, nous, on le commence officiellement demain avec l'ouverture des bureaux, puisqu'on n'a pas réouvert nos bureaux, en fait, pendant tout le mois de mai. On a poussé un petit peu. Pourquoi ? Parce que déjà, ça se passait très bien en télétravail. Voilà, les gens ont bien pu télétravailler. Franchement, on a relevé des beaux défis, parce qu'on a quand même eu beaucoup de challenges pour faire continuer à travailler nos professeurs, continuer à faire travailler nos élèves, éduquer aussi tous les gens à la webcam, puisque du coup tous les cours étaient encore accessibles par webcam, donc pas mal de challenges. Donc le remote, ça s'est vraiment super bien passé. On voulait pas prendre de risques en rouvrant les bureaux au mois de mai, et par contre on les rouvre demain, le 2 juin, parce que on avait 6 recrutements en attente, et donc il fallait qu'on les onboard, comme on dit, donc on les reçoive correctement, et les bureaux, c'est vraiment le meilleur moyen pour recevoir les collaborateurs et les recruter. On en a parlé avec un autre invité, c'est intéressant parce que le bureau est un véhicule de ton ADN, de ta culture. Tout à fait, et en même temps, il y a des boîtes qui fonctionnent très bien sans bureau depuis très longtemps, même avant le Covid. Nous, on s'est posé la question puisqu'on a des recrutements qui sont arrivés ou qui arrivent, disons, pendant cette période. Autant un recrutement à distance, c'est faisable, des entretiens, ça se fait à distance. En visio ou téléphone, mais l'onboarding, je trouve qu'il y a moi, ce sera la première fois que je vais onboarder des gens sans les voir.
physiquement, je l'ai vu en visio, c'est un challenge. Donc vous avez décidé de réouvrir justement pour cette partie onboarding aussi. Ouais, absolument. En fait, ça dépend toujours des postes. En fait, si tu veux, mais un poste de management, un poste d'encadrement, si tu veux, si ça passe quand même les premiers jours par lui présenter les équipes, par lui présenter les services, les autres managers, faire ça par visio pour avoir une vue d'ensemble, ça me semble très compliqué. Peut-être qu'il y a des gens qui y arrivent. Nous, écoute, on a des beaux bureaux dans le 10e, donc on s'est dit, il n'y a pas de raison qu'on les ouvre pas et qu'on n'utilise pas ces beaux bureaux pour justement faire un beau travail d'onboarding. Voilà. D'accord. Et tu disais que le télétravail se passe bien. Tu me dis que vous êtes 200, une centaine au siège, enfin en tout cas au bureau, et une centaine qui sont déjà en télétravail. Ouais. C'est dans la culture. Tout à fait. Le télétravail. C'était pas une découverte. Non, mais surtout, nous, on est télétravail à fond. C'est-à-dire que tout le monde peut télétravailler autant de temps qu'il le souhaite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune limite chez nous, donc tout le monde a son ordi, tout le monde peut télétravailler. Simplement, on a une grande famille, donc on aime bien travailler ensemble. Donc en fait, il y a assez peu de télétravail, parce que les gens ils préfèrent travailler au bureau, mais autant de télétravail qu'on veut, parce que nous, il y a beaucoup de gens qui coopèrent dans des pays étrangers et on a envie qu'ils y aillent déjà pour voir leur famille, qu'ils puissent continuer à travailler avec les équipes là-bas sur place. Donc voilà, autant de télétravail qu'on souhaite, on peut l'avoir chez Superprof. Et donc cette culture est vraiment très ancrée pour le télétravail, mais là c'était un télétravail un peu forcé, donc on n'avait pas l'habitude de l'avoir. Voilà. D'accord. 100 personnes dans 28 pays, hein, c'est ça ? Ouais, absolument. 28 pays en 6 ans, en 7 ans, je vais me le noter. Ça me paraît énorme, c'est rapide. Je nous trouve toujours trop lent, moi, donc je ne sais pas quoi te répondre, mais non, c'est de proche en proche, en fait. Tu sais, en fait, août 2013, vraiment, on a envie de construire un grand moteur de recherche, si tu veux, pour trouver le professeur parfait, d'un côté, et de l'autre côté, avoir une grande communauté de professeurs de qualité. Vraiment, ça, c'est le nerf de la guerre, c'est des professeurs vraiment de super top niveau. Et après d'avoir ce moteur de recherche qui permet aux élèves de trouver vraiment le professeur parfait. Et quand on a lancé ça, on s'est tout de suite dit, si on le lance, on l'a joué un peu à la Airbnb, c'est-à-dire on le lance vraiment dans tous les pays du monde. Donc d'abord, on s'est focalisé sur la France pour faire bien marcher notre modèle économique, mais très rapidement, si tu veux, dans l'ADN du site, il a été tout de suite construit et pensé, parce que c'est quelque chose qu'on a construit totalement en interne. Hein. On a tout fabriqué de nos mains, ce site web. Donc on a tout de suite pensé de façon internationale. Donc je sais pas, 6 mois après le lancement de la France, on attaqué déjà l'Espagne, et puis après on a enchaîné l'Italie, et puis l'Angleterre, le Brésil. T'as lancé l'international 6 mois après. Bon, on y reviendra tout à l'heure parce que c'est intéressant, mais au bout de 6 mois déjà, tu lances l'international. C'était le but de la boîte en fait. C'était pas une boîte française. Moi, je voulais monter une boîte internationale, donc il fallait commencer par valider le modèle économique. Tu vois, en France, et puis c'est plus facile d'opérer en francophone. C'est quand même notre culture, on la connaît bien. Mais très vite, en fait, il fallait qu'on lance l'international puisque c'était le but de la société. Okay. Voilà. T'étais dans l'éducation, toi, avant ? Je reviens sur la genèse de la boîte. Non, je suis pas dans l'éducation. Non, j'étais dans l'immobilier avant. Donc, et avant, j'ai bossé dans peut-être une agence que tu connaissais, une agence publicitaire. Alors, qui s'appelle Adverline. Ça coupe un peu. Ouais. Allô, ça coupe un peu. Ouais, là, je t'entends. Alors, moi, donc, t'étais dans l'immobilier et avant, donc. J'ai bossé chez Adverline, régie publicitaire sur Internet. Ouais, bien sûr. Ouais. Et qu'est-ce qui te pousse vers l'enseignement, l'éducation, l'apprentissage ? Écoute, en août 2013, enfin un petit peu avant, début 2013, il faut savoir un truc, c'est que moi déjà, je tombe amoureux d'Airbnb. C'est-à-dire Airbnb, je me dis, c'est l'idée que j'aurais dû avoir, c'est fabuleux. C'est-à-dire que on a réussi à créer de la confiance entre des personnes assez fortes pour qu'ils arrivent à échanger un bien qui est très très cher, c'est-à-dire que un bien qui est leur appartement. Je me dis, c'est dingue de réussir à créer autant de confiance. Je me dis, bon, super, Airbnb, ça a déjà été créé, Brian Chesky, il a eu l'idée avant moi, tant pis. Voilà, ça c'est d'un côté. Et d'autre part, moi, en début d'année, j'ai envie de me remettre à la guitare et je suis atterré du fait de la pauvreté, en fait. Si tu cherches un prof de guitare, avant Superprof, évidemment, t'avais peu d'alternatives, si tu veux. T'allais soit à la boulangerie du coin et t'avais plein d'annonces de guitare où tu tirais encore un numéro sur un bout de papier et tu disais, bon, peut-être que lui, il est bien, j'en sais rien. Ou alors, t'allais sur le Bon Coin et t'avais un prof qui était vendu entre une machine à laver et un camping-car. Donc, c'était ça l'alternative. Et je me suis dit, c'est le gros tilt, allez, je vais créer le Airbnb du cours particulier. Voilà, c'est vraiment l'idée de base. Et ça commence comme ça, Superprof. Donc, en janvier 2013, je commence à me dire, je vais créer le Airbnb du cours particulier.
à la fois une grosse communauté de confiance avec des gens évalués, cooptés, des tonnes de mesures, de performance, le taux de réponse, temps de réponse, toute la qualité des professeurs, vérification des diplômes, vérification d'identité, vraiment pour avoir le top professeur. Et puis, je vais créer un moteur de recherche qui va permettre aussi de connaître bien les élèves pour faire vraiment matcher, si tu veux, l'élève avec le professeur. Parce que c'est toujours la même chose. Un professeur qui est bon pour toi, c'est pas forcément le même bon professeur pour tes enfants. Tu vois, comment tu qualifies le besoin et l'offre, hein, comment tu les fais matcher? Eh bien, en connaissant parfaitement nos professeurs et en commençant à connaître de plus en plus nos élèves. Et là, alors je fais une toute petite avance rapide, mais on reviendra à ce moment-là, mais t'as 11 millions de profs, tu arrives toujours à les connaître suffisamment parfaitement pour les coller aux bons élèves? Ah bah, c'est une question de quoi? D'expérience, de pratique, de notation, de sensibilité pour les jeunes ou les vieux? C'est que exactement. Dans ton avis? Ouais, il y a tout ça. En fait, si tu veux, on va prendre à la fois la qualité intrinsèque du professeur, c'est-à-dire ses diplômes, sa pédagogie, son expérience, ses anciennes évaluations, et on va prendre aussi ses résultats, on va dire, de rapidité. Est-ce qu'il répond rapidement? Qu'est-ce qu'il répond? Est-ce qu'il répond toujours positivement? Voilà. Et puis maintenant, on connaît de plus en plus aussi nos élèves. C'est-à-dire que nos élèves, souvent, c'est des élèves qui reviennent, donc on sait déjà quel âge ils ont. Est-ce que c'est un cours pour un enfant? Est-ce que c'est un cours pour un jeune adulte? Donc tout ça, les informations, en fait, et les 6 ans de données que j'ai sur les profs et les élèves vont me permettre de te proposer en premier choix le professeur qui correspond le mieux à tes attentes. Et encore une fois, comme j'en ai 11 millions, je vais pas t'en proposer un ou deux, je vais t'en proposer une dizaine. Et parmi cette dizaine, tu vas vraiment pouvoir trouver le professeur qui te correspond le mieux. Ok. En janvier 2013, tu te dis que tu lances le Airbnb du professeur et du cours particulier. Exactement. C'est quoi le premier truc que tu fais? Alors, le premier truc que je fais, c'est je cherche un nom. C'est tout bête, hein, mais non, mais c'est en fait, si tu veux, tant que t'as pas de nom à ton projet, j'ai du mal à l'imaginer. Tu vois, une fois que t'as trouvé un nom, tu peux commencer à en parler. C'est parler d'un projet en disant je vais être ça, mais donc chercher un nom. On conseille très souvent, tu sais, pour pas cristalliser un nom et surtout ne pas se mettre de limite, de prendre un nom de code, un code projet, de cristalliser un peu l'offre, je sais pas, l'ergo, les premiers tests utilisateurs, et ensuite de faire ton choix de nom. Mais toi, tu choisis le nom en premier, Superprof, ça tombe vraiment pas mal. Alors ouais, mais il faut savoir un truc, c'est que je galère bien pour trouver parce que tu sais, je trouve rien qui me correspond, rien qui me plaît. Je cherche, je fais tourner des noms, il y a plein de trucs qui me plaisent. Et un matin, fulgurance, je me lève un matin, c'est Superprof. Je me dis putain, je fonce à mon ordi, je te promets, je tape pour voir sur Pseudo s'il est disponible. Putain, il est pris et en plus il est en vente. Donc je me dis merde. Combien? Ok. Alors, à l'époque, il y avait $25 000. C'était un squatter, tu sais, c'est quelqu'un qui a acheté, c'était un Coréen. Donc voilà, et je tente de l'acheter. D'abord, je propose $500, il me propose 25 000. Enfin bref, donc je me dis ah là, une alternative s'offre à moi. Soit je change de nom parce que voilà, soit je me dis bah non, il faut que je l'aie. Et Superprof, ça marchait bien. Ça marchait bien parce que le mot super, bon bah c'est quand même un mot international qui marche vraiment dans tous les pays. Donc ça c'est le premier point. Et puis le prof, ça se comprend bien. Tu vois, je me suis jamais dit tiens, je vais chercher un nom qui est compréhensible dans tous les pays parce que ça sert à rien. Google c'est incompréhensible, Airbnb c'est incompréhensible. En fait, on s'en fout que le nom soit compréhensible dans tous les pays, mais par contre, on s'en fout pas qu'il soit facilement compréhensible. Enfin, tu peux facilement le comprendre. Et le mot prof, c'est un truc qui marche partout. C'est prof au Brésil, prof en espagnol, prof aux États-Unis, ça a une connotation un petit peu, on va dire, éducation scolaire, mais ça se comprend. Et le mot super, il est international, il n'y a pas de discussion. Donc, j'aime beaucoup ce nom. Tu vois, je l'adore, j'ai très envie de l'avoir. Il y a un Coréen qui me propose $25 000 de l'achat. Moi, je suis en fonds propres à l'époque, donc j'ai quand même un petit budget à la fois pour le dev, à la fois pour le design et à la fois pour les à côté. Donc voilà, les à côté, c'est aussi l'achat du mais $25 000, ça fait cher, quoi. Et pour $25 000, tu fais. Je suis d'accord. Site, quoi. Ah bah bien sûr. La première version de Superprof a coûté 30 000 €, donc t'as tout à fait raison. Et bref, et on arrive. Et donc je lâche pas le morceau, je négocie, et on finit par l'avoir à 5 000. Donc à 5 000, quand là et puis on dit banco et puis on l'achète. Voilà. Et le .com était pris, mais coup de bol aussi, c'est le .fr n'était pas pris, le .it n'était pas pris, le .es, .be, tous les autres points n'étaient pas pris. Donc, mis à part quelques-uns qu'on a fini par racheter au fur et à mesure, mais la majorité, en tout cas des pays européens, les noms de domaine des extensions des pays n'étaient pas pris. Donc c'était un lourd tribut à payer pour le .com. Moi, je me voyais pas lancer un site international sans le .com. Donc voilà, une fois qu'on a le nom. Alors attends, je fais une parenthèse encore, mais l'international, tu l'as lancé avec des sites dédiés leur propre DNS, .it, .de et ainsi de suite. Oui. Pourquoi?
Ah bah parce que en fait, si tu veux, on veut. Pourquoi pas plutôt, tu vois, utiliser le .com avec un sélecteur de langue? Oui, je vais te le dire pourquoi. En fait, on ne veut pas être un site international. Hein. On veut être un site local. En fait, c'est ça toute la différence. Et tu vas voir, toute la création de Superprof est basée comme ça. C'est que chaque site est indépendant et est très local. Si tu fais sur superprof.mx, donc tu es au site mexicain, tu ne parleras qu'avec des Mexicains qui connaissent parfaitement le système scolaire mexicain. Tu n'auras jamais le sentiment d'être avec une boîte qui a été créée à Paris, quoi. Donc c'est très local ce qu'on fait à chaque fois. Donc plutôt qu'international, je dis toujours, en fait, on fait du multilocal. Et l'extension du pays, ça marche bien pour faire ça. Ouais, bien sûr, ça donne une identité propre. T'es en .com / de légitimité, US. quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et si tu vas sur le .com, il redirige vers ton pays, tu vois, parce qu'il y a une redirection qui est faite sur le .com, et le .com n'est pas du tout utilisé chez nous. Ok. Voilà. Okay. T'as acheté un aiguillage à $5,000. Et ouais, mais bon, il faut l'avoir, malheureusement. Donc, première chose que tu fais en 2013, c'est de choisir ce nom, et ensuite. Ouais. Après, c'est de construire le site. Donc, de faire tes specs, tu vois. Moi, j'ai dessiné mes specs, et puis j'ai cherché un designer et un développeur. Et après, surtout, une fois qu'on a ça d'un côté, il te faut des profs. Ouais, exactement. Bah, c'est ça, acheter des profs. Donc j'ai racheté 2 sites pour commencer, coursparticulier.org et Profélève. Donc 2 petits sites qui étaient un peu à l'abandon. Coursparticulier.org, j'ai acheté un enseignant qui partait à la retraite. Ça faisait 10 ans qu'il avait monté son site. Donc c'était des petits endormis, mais avec quand même des dizaines de milliers de professeurs. Tu vois. Donc j'ai pris ces 2 sites-là, une fois que mon moteur de recherche Superprof était créé, donc l'algorithme, en fait, on a créé un algorithme de tri, en fait, de tri et de mesure qui permet de mettre en haut les bons professeurs et faire descendre les mauvais. En gros, au début, il y avait peut-être une vingtaine de critères. Maintenant, je crois qu'il y en a 150 qui permettent d'être positionnés. Mais au début, voilà. Mais quand tu rachètes ces sites, tu as l'historique des profs. Comment tu les qualifies, les profs? Ils repartent vierges dans le moteur. D'accord. Donc tu commences à construire ton, l'historique, la qualité des profs à partir du moment où Superprof est utilisé. C'est ça? Oui, absolument. Ok. Alors, il y a un petit bémol parce que on a racheté des sites qui avaient déjà des évaluations. Donc là, on intègre quand même les anciennes évaluations. Okay. Oui, mais en fait, il y a 2 types d'évaluations chez nous. Il y a l'évaluation qui est passée par le système Superprof. Donc là, on peut pas la trafiquer, on peut pas la truander. T'es vraiment passé par le système, t'as payé, t'es élève. Il y a vraiment une transaction. Donc ça, on la maîtrise parfaitement et donne un avis. Et puis, t'as les recommandations. Donc c'est-à-dire que tu peux te demander à tes pairs, à tes anciens élèves, à ta famille, de te recommander. Et ça, c'est beaucoup. C'est puissant, c'est assez fort, mais c'est beaucoup moins puissant. Donc tous les sites qu'on rachète, en fait, les anciennes évaluations qu'on n'a pas pu maîtriser, qu'on n'a pas pu certifier, deviennent des recommandations. Donc on garde quand même un espèce d'historique, mais voilà, on a besoin, en tout cas, les avis qui est vraiment un truc très très puissant chez nous, qui ne peuvent pas être trafiqués, ils doivent passer par notre système. Donc quand on rachète une base de données ou un site internet, en fait, on repart à zéro en termes d'historique. D'accord. Voilà. Donc un nom, un contenant, le site et le design. Ouais. Tu rachètes des sites historiques pour avoir la base de professeurs. Exactement. En fait, à l'offre. Ouais, en fait, toujours. En fait, l'objectif des 200 personnes qui bossent chez Superprof aujourd'hui, ils sont tournés il y a un seul objectif, ce qui est recruter les meilleurs professeurs. Donc, pour recruter les meilleurs, en fait, il faut recruter des professeurs. Et ensuite, après, nos algorithmes, nos outils vont nous permettre de trier les meilleurs. Mais d'abord, il faut recruter massivement. Et c'est ce qu'on fait, en fait. Si tu veux, aujourd'hui, on recrute des milliers de professeurs par jour. Et après, nous, on en garde à peu près que 20%. Donc, il y a que 20% des gens qui vont pouvoir continuer à travailler avec nous parce que ils vont pas être assez sérieux, ils vont pas répondre assez rapidement, ils vont pas compléter tout leur profil, ils vont pas être à fond, tu vois, pour donner des cours particuliers de façon au top niveau où on a envie. Donc voilà, on écrème énormément. Vraiment, on garde la crème de la crème des professeurs. Mais avant ça, avant de garder la crème, déjà, il faut recruter massivement. Et c'est ce qu'on fait, en fait. Depuis la création de Superprof, en fait, on construit une offre fabuleuse avec des professeurs de talent. Et donc, on recrute massivement. Donc, ça passe par du recrutement, donc tous les canaux possibles et imaginables, mais évidemment, le rachat de sites concurrents endormis, tu vois. Et d'ailleurs, c'est comme ça. Pour obtenir les bases. Ouais, alors pour à la fois obtenir les bases, faire grossir rapidement, c'est quand tu rachètes d'un seul coup par paquet de 10 000, par paquet de 100 000 des annonces de profs, ça va très vite.
à la fois pour gagner en trafic, en référencement naturel, parce que nous, on part de Superprof, donc en août 2013, il n'a aucun historique de trafic, il n'a aucun SEO, donc du coup, il faut se servir des anciens. Coursparticulier.org, par exemple, c'est un très bon nom de domaine, qui avait un bon trust flow, qui nous a beaucoup aidé, en fait, quand on a fait nos redirections de trafic, à gagner, en fait, en maturité pour Google et pour être mieux positionné. Et en fait, Superprof, c'est que ça. C'est-à-dire qu'on a énormément fait de croissance externe. Aujourd'hui, peut-être que, je sais pas, on a peut-être acheté 15 ou 16 sociétés dans le monde. Tu vois. Depuis 7 ans. Ouais. Et là, okay. on a racheté, et toujours sur fonds propres. Ouais. Alors, c'est incroyable. Ok. Alors, attention, Laurent, fonds propres plus dette quand même. Un peu de oui, pardon, dette, oui, bien sûr, mais sans lever en tout cas, sans lever un euro. Non, mais les banques vous accompagnent, j'imagine, quand tu fais. Maintenant, oui. Au début, non. C'est toujours la même chose. Au début, t'en as vraiment besoin des banques. Elles t'aident pas. Là, maintenant qu'on a un peu moins besoin, elles veulent bien nous aider. Bon, c'est comme ça. Mais peu importe. Oui. Et là, même, on a fait une acquisition. Là, on a acheté Tutor Hub. Pendant le confinement, on a finalisé, on a closé le deal pendant le confinement. Okay. Ouais, qui est un site, où Tutor Hub UK. Et qui est le site historique vraiment du tutoring au UK, qui avait des énormes partenariats avec l'éducation nationale anglaise. Donc c'est un site historique, ça fait 13 ans, le monsieur part à la retraite, et donc on le rachète. Enfin, on l'a racheté. La migration sera faite cette semaine. Ça fait quelle taille Tutor Hub? Oh, c'était pas si gros que ça, parce que ça faisait 200 000 sessions par mois. Tu vois, 200 000 sessions, et par contre ils avaient une particularité, c'est que très peu de profs, 15 000 seulement, donc c'est assez peu, mais que des profs webcam. Donc ça, c'était particulièrement intéressant pour nous aussi de récupérer autant de professeurs webcam. Tant que des profs webcam, tous les profs peuvent faire de la webcam. Oui, mais eux ne faisaient que ça, c'est ça. Donc ils avaient des. Ok, d'accord. Exactement. Donc des profs qui étaient déjà sensibilisés, éduqués à l'utilisation de la webcam, ce qui d'ailleurs, il y a eu une accélération sur les cours en ligne pendant le Covid. Oui et non. Oui, sur le scolaire a explosé chez nous. Voilà, littéralement les heures de cours. Par contre, tout l'extrascolaire, c'est complètement aplati au début. Et ça a repris progressivement parce que il fallait équiper les professeurs. Les profs de batterie, les profs de piano, ils donnent pas de cours par webcam, tu vois. Mais là, obligés d'en donner, du coup, ils sont équipés, et surtout, on a énormément évangélisé aussi pour dire, regardez, c'est possible. On a fait plein de live, de cours live. On en a fait 2-3 fois par semaine avec des milliers de personnes qui venaient tous les jours. C'était gratuit, ça avait tout des initiations. Et en fait, on a montré que c'était possible de prendre des cours de batterie, des cours de piano, des cours de sport, des cours de yoga. On a fait plein de cours, des cours de cuisine en webcam, en fait. C'est possible. Donc, on leur a montré, et donc ça a bien repris après l'activité. Donc, voilà. Compris. Je repars en arrière. Donc, le nom, le site, les profs, énormément d'acquisitions, de croissance externe pour faire grandir la base, un système de notation puissant qui est à la fois des notations super profs inviolables ou alors des recommandations quand c'est une intégration de site historique. Et tu as l'offre. Quand tu rachètes un site comme Tutor Hub, oui. Quelle est donc vous l'avez fait, tu l'as dit 6-7 fois depuis le début, quelle est ta démarche par rapport au professeur? Je dirais plutôt 15 fois. C'est plutôt 15 fois, pardon, 15 rachats. Ouais. Okay. Ah ouais, on en a racheté en Italie, au Brésil, UK, Allemagne, on en a racheté un paquet. Et même mon associé, aujourd'hui, c'est un rachat. Bon, moi au début je suis tout seul, un super prof, et en fait il y a un leader en France dans le cours particulier, si tu veux, ça fait 6 ans qu'il est référencé sur toutes les top requêtes, cours de maths, cours de piano, cours d'anglais, prof particulier, cours particulier. Voilà, 6 ans qu'il est super bien référencé. Il a 180 000 profs à l'époque. Et donc je vais le voir et on tombe amoureux, on s'associe. Voilà. Et excellent. Du coup, on fait fusionner nos sites, et puis voilà. Et puis c'est devenu mon associé. C'est comme ça que je rencontre mon associé, par une croissance externe. Enfin, une croissance. On va dire une fusion croissance externe. Je sais pas trop comment on appelle ça, quoi. Ouais. C'était il y a combien de temps? Alors, il y a 6 ans, c'était 3 mois après le lancement de Superprof. Donc, tu vois, ah oui, d'accord, vraiment au début. Et lui, il avait 180 000 profs, et toi, t'en avais combien à date? T'en avais moins, du coup? Ouais, 20 000 à peu près. Ok. 25 000. Alors, du coup, quand tu intègres une nouvelle boîte, il y a des dizaines de milliers de nouveaux professeurs. Quelle est ta démarche envers ces professeurs? Alors, c'est une question, tu vois, sur le côté place de marché, tu construis ton offre. Comment est-ce que tu intègres ces gens dans la logique, dans les valeurs, l'ambition Superprof?
Alors, très simplement, on va prendre beaucoup de temps pour leur expliquer comment ça fonctionne. On va évangéliser notre outil, on va leur parler, on va communiquer, on va être vraiment en toute transparence avec eux. Mais d'abord, il faut que tu comprennes que quand on rachète une société, en fait, TutorHub ou n'importe quel site qu'on a racheté, en fait, on ne garde pas la marque. C'est-à-dire que on prend tout, on enlève tout, on détruit tout, on ne garde rien de la technique et on rapatrie tout sur notre infrastructure. D'accord ? Donc tous les professeurs se retrouvent en fait migrés chez nous. Alors évidemment, ils peuvent s'opposer à la migration, ils peuvent dire non, je veux arrêter et compagnie, mais on va les prendre par la main, on va travailler avec eux, on va leur expliquer, on va leur montrer tout le fonctionnement, on va leur mettre des petits bonus de démarrage, et puis ils vont avoir une antenne en fait qui va permettre de répondre à toutes leurs questions. Mais globalement, ça se passe super bien. Ça se passe super bien parce que la plupart des sites en fait qu'on rachète en fait sont un peu endormis. C'est-à-dire qu'ils étaient en fin de parcours. C'était pas des sites qui étaient en train d'exploser. Donc ils sont toujours très ravis en fait de venir chez nous, une équipe dynamique. Et puis ils conservent le côté local. Là, tu vois, l'équipe qui s'occupe de la migration de TutorHub, c'est un mec qui a fait Oxford. C'est que des Anglais, hein. Donc ils se parlent entre eux, ils se connaissent. Enfin, tu vois, on est vraiment dans une démarche. Voilà, d'accompagnement et on leur impose rien surtout. Donc voilà, on a envie qu'ils viennent donner des cours avec nous, on leur propose, on leur montre tout ce qu'on sait faire. Et puis voilà, T'as remarqué une déperdition standard quand d'un rachat à l'autre sur je sais pas, sur 100 000 profs achetés, combien ou 10 000, combien reste finalement et s'intègre finalement dans la plateforme? C'est une donnée que j'aurais dû regarder, Laurent, je ne l'ai jamais regardée. Je ne l'ai jamais regardé parce que je crois que c'est un peu tard quand tu regardes ça. Soit tu fais ça pour te rassurer en disant j'ai fait quelque chose de bien, mais moi je regarde pas trop dans le rétro, donc là donc j'ai jamais regardé. Je peux pas te dire s'il y a des déperditions. Probablement que oui, c'est sûr. Il doit y avoir de la déperdition et du doublon, j'imagine. Ouais. Alors ça, du doublon, oui, il y en a plein. Mais on trouve toujours une solution, c'est pas très grave, quoi. Et surtout, on le sait après. Parce que avant, on le sait pas qu'il y a du doublon. Ouais, des fois, il nous arrive de racheter un site et puis en fait 30% on les a déjà, quoi. Mais c'est pas grave, c'est partie du jeu, c'est comme ça. Donc, on a un site, on a une offre, on a un super nom qui est Super Prof, et là il faut commencer à vendre. Ouais. Eh bien, on a utilisé qu'un seul canal en fait, qui est le référencement naturel. Voilà. T'as compris qu'on n'a pas d'argent. Et ça dès début 2013 du coup. Ouais. En termes de séquencement, juste pour être sûr de comprendre, donc tu m'as dit le nom, le site, en parallèle tu rachètes des sites pour avoir une base de profs. À partir de quand est-ce que tu commences à vendre ou commences à faire parler de toi? Premier jour. Moi, je pouvais pas lancer un site qui ne gagnait pas d'argent, hein, puisqu'on était en fonds propres. Hein, donc, mon seul modèle économique, c'est de faire payer des clients qui me rémunèrent et qui me permettent de générer du cash pour la boîte, d'accord. Et puis surtout, j'avais aussi envie de valider un modèle économique qui était de faire payer l'élève pour trouver le professeur. Parce que là, maintenant, ça paraît évident quand je le dis, mais à l'époque, en fait, j'entendais plutôt l'inverse en me disant, mais non, tu dois faire payer le professeur parce que c'est lui qui gagne de l'argent, c'est lui qui t'amène un client, donc c'est lui qui doit payer. Et nous, et d'ailleurs, tous mes concurrents faisaient comme ça. Hein. Tous mes concurrents faisaient payer des options de placement, des options pour être mieux positionnés, pour avoir plus d'élèves et compagnie. Ils faisaient payer le professeur. Moi, je suis parti du contre-pied en disant, moi, pour le prof, c'est totalement gratuit. Le prof, il vient chez moi, c'est le roi. On lui fournit un énorme outil, on lui amène que des élèves super motivés. Et pour ça, par contre, du coup, nous, on va faire payer les élèves. Donc, tu vois, c'était ce modèle économique qu'il fallait que je valide. Donc, moi, j'avais envie de le valider très, très vite. Et donc, août 2013, quand je mets en ligne le site, donc, j'utilise le référencement de prof-élève, j'utilise le référencement de coursparticulier.org. Donc, j'ai un peu de trafic, je me rappelle plus très bien, peut-être, 500 personnes qui venaient tous les jours à l'époque. En plus, en août, c'est une période assez creuse. Mais, premier jour d'activité de Super Prof, on fait 27 € de chiffre d'affaires. À 27. Donc, en fait, notre mise en relation était à 9 € et le août 2013, enfin, je sais plus quel, le 10, je crois, on fait 27 € de chiffre d'affaires. Et c'est fou, mais je suis fou de joie. Je me dis, en fait, il y a vraiment des gens qui sont capables de payer pour trouver un professeur. Et voilà. Et puis, on démarre comme ça. Parce qu'il y a une réelle friction et tu résous un problème. C'est galère de trouver un professeur. Oui. Un professeur de confiance, un professeur où tu es sûr de lui, un professeur, tu vois, c'est quelque chose d'important. Un professeur, c'est un mec qui va t'apprendre, mais qui va venir chez toi, avec qui tu vas passer du temps. Enfin, il faut créer beaucoup de confiance. Donc voilà, je résous ce problème-là effectivement, quoi. Donc le chiffre d'affaires dès le début. Chiffre d'affaires dès le début. Et puis après on grossit, puis après ça grossit, voilà. Et puis. Tu dis 27 en l'air ou c'est vraiment le chiffre? Ah non, c'est 3 mises en relation. Je me rappelle comme si c'était hier.
Okay. La première mise en relation, je me rappelle encore, c'est un prof d'anglais, donc qui avait été demandé. Donc non, je dis pas ça en l'air. Et puis donc en août, et puis septembre, on démarre l'activité, on va dire officielle, et on fait 6 000 € de chiffre d'affaires. Tu vois, le premier mois de chiffre d'affaires, c'est pas du volume d'affaires, c'est du chiffre d'affaires puisque vous faites payer les mises en relation. Ouais, alors nous, il n'y a pas de volume d'affaires vraiment. Enfin, maintenant il y en a, mais avant il y en avait pas. Chiffre d'affaires égale marge brute, on va dire. C'est ça. La transaction se fait en direct entre l'élève et le prof sans passer par la plateforme. Ouais, à l'époque, oui. Maintenant, on peut le faire par la plateforme, mais surtout en ce moment, on a développé énormément d'outils de facturation et de paiement pour que les gens ils puissent continuer à se faire payer pendant le confinement. Mais avant, non, c'est ça notre promesse, hein, c'est la rencontre. Donc, tu trouves ton prof et après, tu vis ta vie avec lui. Nous, on s'occupe pas du paiement, on s'occupe pas de la pédagogie, on s'occupe pas d'imposer un prix, ce qui fait que c'est génial parce que du coup, le prof, il est à son tarif, hein, on lui impose pas un tarif minimal sur lequel on prend une commission et on aurait tendance à faire monter les prix parce que du coup, on gagne plus avec une commission. Donc non, tu travailles au prix que tu veux, au rythme que tu veux et juste l'élève, il a payé un certain prix pour avoir accès à toute la base pendant un mois. C'est intéressant parce que ça prouve déjà un engagement de l'élève. Il n'est pas là pour papillonner. Et surtout, tu t'affranchis de ce qui pose problème à plein de gens. Enfin, moi, on voit passer plein d'entrepreneurs qui lancent des places de marché. La question qu'on se pose toujours, c'est mais une fois que la mise en relation est faite, qu'est-ce qui les empêche de faire du deal en direct? C'est ça qui. Alors voilà. La question, c'est la question se pose pas pour l'encourager. Ouais. Tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est un truc. Moi, je voulais pas faire la police, hein, et surtout, j'ai pas envie que les gens ils me détestent. J'ai pas envie que les gens détestent ma plateforme. Quand tu mets la commission, donc c'est ça le modèle économique qui s'oppose, tu vois, qu'on entend sur Uber, qu'on entend pour Airbnb et compagnie, la commission ne marche pas sur la récurrence. En fait, si tu vois quelqu'un toutes les semaines ou 2 fois par semaine, à un moment, tu vas avoir envie de bypasser la plateforme. T'as pas envie de payer un site qui t'a mis en relation avec un mec qui est devenu ton pote et que tu vois 2 fois par semaine. C'est pas, ça marche pas. Donc t'as envie de bypasser. Donc plutôt que de combattre les gens pour les empêcher de bypasser, puis leur mettre des punitions et puis attention les fliquer, je me suis dit non, je vais les laisser parfaitement me bypasser. C'est pas grave, puisque moi mon modèle économique sera pas basé là-dessus. Je vais faire payer un frais d'entrée et après ils vivent leur vie. Voilà. La plus grosse concurrence, c'est le bouche à oreille, non? Est-ce que tu connais pas un prof de guitare? Ou quel est le prof de maths que tu conseilles à ton fils? Enfin, que tu as utilisé pour ton fils et que tu me conseilles? Tant mieux pour eux. Moi, c'est très bien. C'est pas la concurrence. Vraiment, ça m'est complètement égal. En fait, tant que les gens, ils apprennent avec des profs de qualité, si mes super profs, si tu veux, ils ont plein d'élèves, même du bouche à oreille, évidemment, ça doit exister, et ben, tant mieux pour eux. Tu vois, c'est même pas une concurrence pour moi. Je vois pas ça comme une concurrence. Je vois comme plus le prof est bon, plus il est chez moi, plus il s'inscrit, et puis mieux ça marche pour lui, et puis il en fait son vrai métier. Tu vois, c'est pas du tout. Je vois pas ça comme une concurrence. Ok. Je comprends. Ma concurrence, on va dire, tu vois, sur le scolaire, c'est les organismes. Les gros organismes de cours particuliers qui placardent le métro de pub, à peu près tous les mêmes, qui font l'économie d'impôt, la réduction, tu sais, qui font la carotte fiscale et qui essaient de te vendre un prof à prix d'or pour 40 heures de cours avec un minimum. Enfin, tu vois, ça c'est des concurrents, on va dire. Ok, bon. Compris. Il y a eu vous avez pivoté depuis le lancement? Il y a eu des plantages, il y a eu des erreurs sur lesquelles tu peux revenir? Alors, il doit y avoir plein de plantages, hein, plein d'erreurs. J'ai dû les oublier parce que je tu ne regardes que devant. J'en sais rien. Je suis fabriqué comme ça. Moi, je suis un poisson rouge. Je me réveille les matins, il fait beau, ça, je suis content. Donc, je m'oublie un peu les erreurs, mais on a dû en faire. Par contre, on n'a pas pivoté. C'est aujourd'hui encore le même modèle économique, c'est-à-dire que l'élève paye un certain prix pour avoir accès pendant 30 jours à toute la base de données de professeurs. Et il a accès parce qu'il vient chercher un prof de maths, mais il a accès aussi aux profs d'œnologie, aux profs de trottinette freestyle, aux cours de roller, aux cours de cuisine moléculaire. Enfin, on le pousse en plus maintenant de plus en plus, tu vois. T'es venu pour une demande particulière, t'es venu pour réviser ton espagnol, mais regarde, tu peux faire ça ce week-end, tu peux faire un cours d'œnologie avec ta femme, tu peux faire ci, tu peux faire ça. On va vraiment essayer de lui susciter sa curiosité pour qu'il apprenne encore plus. Voilà. Ok, compris. Ce qu'on faisait pas au début. Compris. Voilà. Et il y a eu est-ce qu'il y a eu une phase d'accélération? Donc tu m'as dit 27 € le premier mois, 6 000 quand vous lancez officiellement en septembre. Aujourd'hui, on est à 12 millions par an. Ça a été linéaire ou est-ce qu'il y a vraiment eu quels ont été les différents crans que vous avez passés, les différentes marches et qui ont permis d'accélérer? Écoute, non, c'est assez linéaire en fait.
Bah, écoute, on fait 100% de croissance depuis qu'on est né. Voilà. Si tu regardes le mois le mois de l'année dernière, on fait x2. Donc, tu fais x2 depuis 6 ans. Ouais. Okay. Ouais. C'est et magnifique. Encore aujourd'hui. Et là, tu vas faire x2 cette année? Alors, oui, on va faire x2 quasiment, je pense. Ouais, à peu près. C'est génial parce que l'une de mes questions assez récurrentes sur le panier, c'est quel est ton plus gros challenge pour doubler ton chiffre d'affaires? Toi, tu me dis, bah, en fait, on est, ouais. C'est linéaire, donc linéaire et fois 100%, donc enfin plus 100%, donc tu vas le doubler de toute façon. Ouais, alors je pense. Alors avant le confinement, je t'aurais dit easy quoi, vraiment, parce que il y a eu quand même une petite baisse d'activité et de revenus quand même pendant le confinement. Les gens ont peut-être plus envie quand même de garder un peu leurs sous pour en cas de coup dur, en cas de plein de choses, plutôt que d'acheter des cours de guitare et de s'amuser, tu vois. Donc l'extrascolaire a quand même pris un bon coup. Donc voilà. Donc avant le confinement, je t'aurais dit x2 sans problème. Là, on va être aux alentours de x2, mais voilà, à peu près. Mais qu'est-ce qui explique cette croissance? Comment est-ce que tu l'adoptes? Comment est-ce que tu l'entretiens en tout cas? Trafic principalement, trafic, amélioration également du modèle économique, plus de meilleurs professeurs, des meilleurs taux de transfo, plus de pays ouverts, plus de pays qu'on a rendus payants, un paquet de choses, tu vois, qui fait que en fait on arrive à garder cette croissance de x2 d'une année sur l'autre, tu vois, et beaucoup plus de dépenses, beaucoup plus de gros rachats, tu vois. On est dans une dynamique comme ça de croissance. Donc, il y a plein de critères en fait qui font pourquoi on fait x2. Il y en a plein, c'est parmi ceux-là, tu vois. Okay. Et surtout plus de trafic. Le trafic, on a bien grossi en termes de trafic. Voilà. Et puis, que tu achètes ou toujours sur le SEO? Principalement SEO, mais on commence à en acheter maintenant. Ouais. C'est quoi le ratio? Ou alors peut-être que tu peux nous dire combien tu dépenses en marketing? Ouais. Je pense que le ratio doit faire que 10% d'achat. 10% sur la croissance de ton trafic, il y en a 10% qui sont dus à de l'achat, et 90 sur du SEO ou des OP non achat média, quoi. Absolument. Tu vois, okay. Sachant que c'est toujours la même chose. Le SEO, on a l'impression que c'est gratuit, mais c'est du travail de longue haleine. Ouais, et puis on a 80 rédacteurs nous qui travaillent tous les jours. On pond 35 articles de plus de 1500 mots tous les jours. Enfin, tu vois, c'est un peu de dépense quand même, hein, le SEO. Tu m'as dit que vous pondez 35 articles de 1500 mots tous les jours? Oui, de plus de 1500 mots. Ouais. 35 par jour avec 80 rédacteurs, c'est ça? Oui, 75 à peu près, tu vois. Et ils parlent de quoi ces articles? De tout ce que tu peux te poser comme question sur l'apprentissage d'une matière. Tu peux nous... Alors, on a fait un bond en avant dans la partie acquisition, mais j'aimerais bien comprendre ton organisation. Comment est-ce que vous savez sur quoi vous allez écrire? Qui fait la rédac chef? Qui organise ça? Je veux bien que tu creuses un peu. Ouais, bien sûr. Alors, par exemple, on va travailler sur la guitare. Donc, la guitare, on va se poser à peu près 200 questions sur qu'est-ce que tu taperais dans Google si tu avais envie d'apprendre la guitare. Qu'est-ce que sont les... Voilà. Donc, on va écrire, on va créer 200 questions. Donc, 200 questions, ça veut dire 200 articles qui vont être liés, tu vois, avec un référencement, avec un maillage interne qui est très bien fait, c'est cocon sémantique. Les questions, c'est du brainstorm? Ou vous allez dans les moteurs de... C'est les deux. C'est Google. Ouais. On utilise beaucoup Google pour savoir. Donc, par exemple, la guitare, je vais te le dire, on va dire, ça va être comment acheter sa première guitare, comment jouer de la guitare de la main gauche, comment se servir d'un médiateur, comment changer les cordes de sa guitare. Tu vois, plein de questions autour de un mec qui est en train d'apprendre la guitare. Mais ça, c'est du brainstorm. Ouais, brainstorm et puis et puis recherche sur AdWords. Hein. Tu regardes qu'est-ce qu'on te propose, qu'est-ce qu'on te donne comme mot annexe, connexe, et puis après du coup tu arrives à recréer une question. Voilà. Donc on crée un cocon de 200 questions. Ces 200 questions, on donne ça à 200 journalistes en disant, enfin 200 rédacteurs, écris-moi un article de plus de 1500 mots sur cette thématique. Et hop, ils pondent un article, tu vois, ils vont chercher sur des petits morceaux chez Wikipédia, chez comment, les leçons de guitare. Donc évidemment, sans aucun contenu dupliqué, ils vont mettre des exemples, des liens, enfin tu sais, comme une espèce de Wikipédia en fait, autour de cette question. Ouais, compris. Et ensuite après, ces 200 questions, on les fait traduire dans nos 14 langues. Donc, en espagnol par exemple,
c'est très simple. En fait, on va demander à quelqu'un qui parle français-espagnol de traduire. Ok. Au Japon, là, on va demander de la rédaction. Parce que un traducteur franco-japonais, il coûte 10 fois plus cher qu'un rédacteur japonais. Tu vois, donc en fonction des pays, on va faire traduire ou adapter exactement. Ouais. Voilà. Et puis après, c'est adapté au pays, machin et tout. Donc voilà. Et puis voilà. Puis ça va nourrir notre SEO. Alors 80 personnes. Alors tu m'as dit 75 à 80 rédacteurs. Y a quoi? Il y a des rédacteurs. Il y a un rédac chef. On a un rédac chef qui est à Paris. Ok. Ok. Et ensuite après, en fait, chaque pays, il y a un patron de pays. Donc le patron de pays, en fait, il pilote ses rédacteurs. D'accord. Donc quand tu montes un pays, il y a un patron et des rédacteurs. Oui. Non. Plus de l'admin. C'est quoi le... Quand on monte un pays, on commence toujours comme ça. Quand on lance un pays, on recrute une personne native du pays qui vient bosser à Paris avec nous. D'accord ? Ok. Là, on a lancé le Nigeria juste avant le confinement. Eh bien, une personne du Nigeria qui est IFE, qui est venue travailler avec nous, voilà, qui est onboardée, on lui montre, c'est la patronne du pays, donc elle doit traduire le site, faire en sorte que ce soit une expérience super locale, c'est-à-dire réviser tout le système scolaire, faire en sorte que le moteur de recherche ici soit adapté. Tu sais, nous en France, on va travailler par la ville, on va taper le code postal, mais en Espagne, ils vont travailler plutôt par barrio. Donc le moteur, tu sais, il faut vraiment que le moteur de recherche aussi, il soit en termes de géolocalisation adapté au pays. Il faut vraiment qu'on ait là, donc il faut forcément que ce soit quelqu'un de natif. Tu vois ? Et donc tous les patrons de pays en fait travaillent à Paris avec nous. Déjà parce que comme ça, on partage à vie. D'accord. Donc le responsable du Nigeria ou la responsable, vient vivre à Paris. Elle est recrutée, elle est nigériane, elle connaît le Nigeria, elle vient vivre à Paris et travaille chez Superprof à Paris. D'accord. Je croyais que c'était, j'avais cru comprendre qu'elle venait se frotter à la culture pour repartir ensuite. D'accord. Non. Les 28 patrons de pays sont dans les bureaux à Paris. Oui, tout à fait. Okay. Et ensuite après, le patron du pays, en fait, en fonction de la maturité, en fait, commence à recruter des gens autour de lui pour faire un peu de rédaction SEO, faire un petit peu de support, et puis après commence à constituer son équipe de prestataires locales, et puis dans le pays, et puis il pilote, voilà, avec le rédacteur en chef qui donne les thèmes, on va dire, sur lesquels on veut se positionner, et puis voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans tous les pays. Avec alors les 35 articles par jour, tu comptes les déclinaisons par langue? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. On touche plein de sujets hyper intéressants. J'aimerais rester un quart de seconde sur l'international. Et sur ce sujet-là, donc la patronne du Nigeria vient vivre et travailler chez Superprof à Paris. Elle commence à monter une équipe, ou elle commencera un jour à monter une équipe. Exactement. J'imagine qu'elle fait des allers-retours, mais est-ce qu'elle a un interlocuteur local qui est le patron du bureau? Alors, il y a une patronne des country managers. Mais sur place, il n'y a pas de... Ah non, sur place, on n'a rien. On n'a que des prestats. Ok. Sur place. Des prestats qui travaillent avec nous, donc c'est des partenaires, collaborateurs, je sais pas comment on peut les appeler, mais tu vois, ils travaillent 100% avec nous, mais ils sont indépendants, ils ont pas de bureau, enfin ils travaillent en coworking, c'est pas notre affaire. Tu vois, on s'occupe pas de la gestion de l'informatique, ils ont accès à notre back office, ils travaillent sur nos outils, mais ils sont à distance, tu vois. Voilà. Et en fait, parce que on a besoin d'être tous ensemble en fait pour bien comprendre comment ça marche. Si tu veux, quand la patronne du Nigeria arrive, eh bien, au début, elle connaît pas, donc du coup, elle va s'aider, par exemple, de la patronne de l'Afrique du Sud qui est là depuis un peu plus longtemps. Et puis, du coup, il y a l'Italie qui est très avancée, va pouvoir lui donner des best practices. Des fois, ils arrivent à des problématiques. Par exemple, ils arrivent pas à recruter de professeurs, donc on les aide. Tu vois, il y a tiens, ça n'a pas fonctionné ici, mais tiens, au Brésil, ils ont fait comme ça quand justement il y a eu ce problème-là avec tel partenaire, tel prestataire. Tu vois, chacun donnant des idées à l'autre en fonction de la maturité de son pays, en fonction des problèmes qu'il a rencontrés ou pas. Quand il y a une acquisition, c'est le patron du pays qui pilote l'acquisition. Hein. Alors avec moi, généralement, je négocie un peu les sous et compagnie, mais toi, c'est vraiment le patron du pays qui pilote, qui va piloter l'onboarding. Il est vraiment autonome. Ok. Et au-dessus de ça, en fait, pour faire le chef d'orchestre, on a Eva, qui est qui est la première country manager qu'on a recrutée espagnole, qui s'occupe de de toute cette équipe et qui les fait travailler ensemble dans la joie et la bonne humeur. Les 28 country managers. Ok. Exactement. Qu'est-ce qui déclenche l'ouverture d'un nouveau pays? L'envie principalement. L'envie. D'accord. Alors, et le Nigeria, c'est quoi? C'est 200 millions de personnes. Ils sont 200 millions, je crois. Hein.
c'est un énorme pays, un énorme marché. Ouais, c'est énorme, exactement. C'est un énorme pays. Ils sont très éduqués, ils sont très informatisés aussi. Donc, alors pour répondre à ta question, au début c'était vraiment l'envie. Le premier pays qu'on a lancé c'était l'Espagne, l'Italie, puis après c'était le Brésil, parce que on se voyait plus aller au Brésil qu'aller en Allemagne ou en Angleterre. Donc c'était plus fun. C'est magnifique l'Allemagne. Vraiment. Ouais, bien sûr que c'est magnifique, bien sûr. Mais le Brésil c'est beau aussi. Donc voilà, donc au début c'était vraiment par envie, on faisait pas de plan de marche, enfin tu sais, on faisait pas de plan, enfin on était vraiment comme ça, rock'n'roll on va dire. Et puis maintenant qu'on est à peu près tous ouverts, on doit faire un peu des choix, et donc on essaie d'ouvrir des pays effectivement où déjà ils sont très Google dépendants, tu vois. Et, pour donner un ordre d'idée, on n'a pas ouvert la Chine, on n'a pas ouvert la Russie. Moi, ce sont des pays qui m'intéressent énormément, mais qui sont pas Google dépendants. Donc, soit tu te mets à Yandex et tu essaies de comprendre le moteur de recherche, ou tu vois. Mais nous, on essaie de se lancer dans des pays très Google dépendants, puisque Google, on connaît assez bien le fonctionnement. En tout cas, des gens qui sont très informatisés, tu vois. Et puis des gens qui ont un certain pouvoir d'achat, puis avec des infrastructures, parce que par exemple, tu vois, au Nigeria, on a des prestataires, par exemple, pour faire payer les gens. Il y a certains pays sur lesquels on s'est renseigné, tu peux même pas les faire payer les gens. Il y a rien. C'est totalement fermé. C'est des trucs locaux. Alors, j'allais reboucler là-dessus justement parce que c'est un podcast e-commerce, mais quand tu ouvres un pays, il faut effectivement que les gens puissent sortir leur carte bleue ou téléphone ou QR code ou quel que soit le moyen de paiement, mais. Oh, il y a de tout, hein. Mais du coup, ça veut dire des adaptations de ton site pour chacun de ces nouveaux pays et leurs divers moyens de paiement. Oui, absolument. Ah ouais. Il y a combien de moyens de paiement aujourd'hui sur le site à travers le monde? Je me demande s'il n'y a pas une trentaine, un truc comme ça. Ok. Un truc comme ça. Ça se compte en une trentaine. Alors après, on se fait vachement aider du country manager. Pareil, comme il est local, comme il connaît, il va tout de suite nous dire, ah ben nous, aux Pays-Bas, par exemple, j'ai le souvenir du Pays-Bas, quand ils ouvrent payant, il nous dit, ah ben non, mais PayPal, c'est quasiment pas utilisé, carte bleue non plus. Non, c'est Ideal. Nous, on travaille sur Ideal, tout le monde paye. Ah non, j'en ai jamais entendu parler de ma vie, quoi. Et lui, il va nous dire, bah voilà, on va mettre le prestataire de paiement, Ideal, et puis on va payer comme ça. C'est un espèce de truc où tu mets ton IBAN, c'est en ligne, mais tout le monde paye comme ça là-bas. Et puis tu vois, on est aidé. Et donc, t'as l'impression que c'est du local. Parce que moi, je serais arrivé avec ma connaissance, j'aurais dit, bah, on va faire comme en France. En France, c'est carte bleue, et PayPal, en gros. Enfin, tu vois, ça représente 95% de nos achats. Et puis, si t'as envie de payer par chèque ou par virement, bah voilà, il y a un petit onglet caché où si vraiment t'as pas de carte bleue, mais tu vois, on pousse à ça. T'arrives aux Pays-Bas avec cette stratégie, bah tu te fais dégager parce que bah non, tu payes pas comme ça là-bas. Et chaque pays c'est comme ça. En Allemagne, ils ont 6 ou 7 moyens de paiement, t'as Giropay, Soforte. Dans chaque pays t'as son lot de particularités, mais tu vois, on est vachement aidé par le country manager en fait, il connaît tellement bien le pays que voilà, ça c'est des sujets qu'on n'a pas trop à voir. Alors, pour rester encore un tout petit peu sur l'international, c'est hyper intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, que tu ne cherches que des pays qui sont Google dependent. C'est rare tu vois. Mais là, bon, en fait, vous maîtrisez le SEO du site. Ça fait 7 ans que vous en faites. Donc, je comprends tout à fait l'intérêt d'aller dans un pays où vous pouvez rien n'est jamais simple, mais réappliquer les méthodes que vous avez, que vous maîtrisez. Sur le recrutement du country manager, comment est-ce que vous faites? Alors, le premier country manager qu'on a recruté, donc c'est Eva, Eva, qui est un personnage extraordinaire, et on la recrute parce que en fait, on va dans notre moteur de recherche, on tape professeur d'espagnol native, et on tombe sur une dizaine de profils. Et utiliser ta base pour recruter ton premier country manager, c'est intéressant. Ça s'est répété ensuite ou pas? Ouais, plein de fois. Il y a plein de gens qui étaient profs en fait chez nous et qui travaillent maintenant avec nous. Il y en a plein. Après, des fois, il y a des pays où quand on n'opère pas encore, c'est compliqué de les trouver de ça et tout. Donc maintenant, on a un DRH, il nous aide à recruter et compagnie. Mais on les a énormément utilisés parce que c'est vachement bien. Parce que si le prof, il est très bon et de très bonne qualité, il a des très bons retours, t'arrives déjà avec vachement de retours. Donc voilà, tu contactes la personne qui connaît déjà ton service. C'est pas mal pour recruter. Et donc Eva était venue en France pour suivre son ami de l'époque, qui avait été muté à Paris. Elle était arrivée en France, elle n'avait pas encore de boulot, elle était devenue prof d'espagnol parce qu'elle interprète, et ça marchait très bien pour elle. Et puis d'un seul coup, on l'appelle super prof, et puis on lui explique le projet, se lancer super prof en Espagne, son pays qu'elle adore d'origine, où elle est un peu déracinée. Donc elle a pris le truc en main, l'Espagne a décollé. Bon, l'Espagne
très vite, elle nous a identifié des cibles. Donc on a racheté 2 boîtes très très rapidement en Espagne. Tout de suite, on a atteint une taille critique vraiment importante. C'est un pays mature en termes d'éducation. Ouais, absolument. Ouais. Et puis elle est très très forte. Donc elle nous a fait décoller l'Espagne. Elle a recruté une équipe d'enfer. Et puis au bout d'un moment, on lui a dit écoute, fais la même chose en Italie. Et puis fais la même chose au Brésil. Et puis aujourd'hui, voilà, c'est le grand chef d'orchestre, si tu veux, Eva, de l'international chez Super. De l'international, exactement. Et dès qu'on lance un nouveau pays, on lui en parle et puis elle nous aide à recruter le country manager qui va bien. Là, par exemple, parmi les 6 recrutements qu'on a qui arrivent en juin, on a un flamand parce qu'on n'opérait que en Belgique du côté de la Wallonie en français et on n'opérait pas en Flandre, donc on trouvait ça dommage. Et donc il y a le country manager flamand, tu vois. Donc là, ça sera la première fois un pays qui a 2 country managers. Un français. Parce que de langue principale de culture. Ouais. Okay. C'est voilà. Okay. Tu connais la récurrence. Ça dure combien de temps un cours? Quand je me mets à la guitare, en moyenne, et que je passe par Super Prof pour trouver un prof, je vais rester combien de temps sur la guitare? Oh, c'est dur à dire, c'est matière par matière, faut regarder, tu vois, le scolaire c'est plus long que la guitare, mais on va dire que les cours de guitare, en grosse moyenne, là, quand on regarde nos chiffres, c'est une dizaine d'heures de cours à peu près. Ok, et tu arrives à faire j'allais dire du cross-sell pour utiliser un terme qui nous est propre, mais si tu arrives à faire partir tes utilisateurs sur d'autres cours, à les faire rester longtemps, tu vois, pour qu'ils passent de la guitare à l'anglais, puis ouais. Puis ok. Ouais, carrément. Ouais. On a pas mal développé ça justement. Justement, je te disais susciter la curiosité, mais ce qui est vrai, hein, c'est-à-dire que tu viens pour un prof de guitare et puis on te dit putain, mais tu voulais apprendre l'italien parce que tu voulais partir en Italie en vacances et puis tu voulais apprendre ci, tu voulais apprendre ça, et puis les cours en groupe et puis les cours avec les enfants, les cours avec ta femme. Enfin, tu vois, on te propose plein de trucs. Et comment tu le fais ça? De leur proposer, pardon. C'est de l'email, c'est le. La question est comment tu actives ta base. Ouais, et beaucoup d'emailing. Okay. Beaucoup d'emailing, beaucoup de SMS. Du SMS. Tu as mon numéro parce que je te l'ai donné pour pouvoir être mis en relation avec les profs. Exactement. Ouais. Ok. En fait, on n'a pas d'appli aujourd'hui, donc il fallait être très rapide. Tu vois. Nous, en fait, rien de plus rapide qu'un SMS. Ouais, exactement. Et c'est hyper ouvert. Enfin, on est tous ouverts parfois à 80-90%. Ouais, absolument. SMS, ça marche très très bien. Surtout, t'es prof, tu reçois une demande de cours. Si on te l'envoie que par email, t'es en week-end, t'as pas fait gaffe, t'as pas regardé, tu reviens 2 jours après. L'élève, il était en panique parce qu'il avait un devoir à travailler pour lundi. Il t'a fait une demande vendredi, tu as pas répondu. Enfin, toi, c'est foireux. Donc, dès que t'as une demande de cours, hop, tout de suite on t'envoie un SMS. T'as plus qu'à cliquer dessus, t'arrives, t'es connecté, tu regardes, tac tac, tu réponds. Enfin, nous, on a travaillé vachement la rapidité en fait de réponse entre le prof et l'élève. En plus, on la mesure et on l'indique sur le site. Donc, tu vois, c'est un critère de performance. Donc, pour être rapide, il faut que nous, on soit ultra rapide. Et donc, le SMS, c'est un bon moyen pour être très rapide. Côté prof et côté élève, c'est ça? Oui. Ouais. Dès que l'élève, il a l'accord du prof, hop, tout de suite, on lui dit, c'est bon, t'as l'accord du prof. Tiens, tu peux te connecter à la messagerie ou on te file directement son portable, comme ça, tu lui envoies un SMS. Enfin, toi, on est là pour faciliter vraiment la rencontre. Ok. Il y a eu combien d'élèves formés sur Superprof? Depuis la création du site? Depuis la création. Je ne saurais te dire, je pense 18 millions, un truc comme ça, un truc du genre. Donc à peu près un pour 2, de 2 élèves pour un prof, en termes d'ordre de grandeur. Alors, ouais, absolument. Ouais. Ok. Et du coup, tu dois avoir, qu'est-ce que tu utilises comme CRM pour gérer ces 18 millions d'élèves? On fait tout que tu vas activer par email, par SMS, ça doit être assez costaud. C'est nous qui avons tout développé en interne, petit à petit. Donc notre CRM, c'est notre tableau de bord. En fait, on a un tableau de bord avec plein d'outils de remontée statistique qui nous permettent d'activer ou pas d'activer certains leviers, certains canaux. Après, on a fait beaucoup de choses automatisées. Donc, par exemple, toi, tu viens sur un cours de guitare, admettons, voilà, tu as pris un prof de guitare. Très rapidement, on va déjà savoir. On veut savoir si ça se passe bien avec ton prof de guitare. Là, c'est très important pour nous. Tu vois, on va faire une évaluation 360. Est-ce que ton prof de guitare est content de toi? Est-ce que toi, t'es content de ton prof de guitare? Est-ce que la mise en relation s'est bien passée? Tu vois, d'abord, avant d'essayer de te vendre d'autres trucs ou de te proposer d'autres trucs, on veut être sûr d'avoir bien fait notre job. Donc ça, c'est très important. Donc, évaluation 360 entre le prof et l'élève. Bon, je te la fais courte, mais ça se passe très bien dans 95% des cas. D'accord? Dès qu'il y a une remontée négative d'un de nos profs ou d'un de nos élèves, hop, tout de suite, ça tombe chez nous en modération. Donc là, on regarde et on fait l'arbitrage. Tu vois, soit, effectivement, il y a eu un problème de communication entre le prof et l'élève, ce qui est dans 90% des cas. L'élève, il attendait une réponse, le prof lui en attendait une autre. Tu vois, il y a un petit problème. Donc nous, on est là pour fluidifier.
tu vois. Et puis dans un 10% des cas, c'est 1% de même pas d'un 1,5% de nos mises en relation, eh bien il y a un des deux qui s'est mal comporté. Et principalement l'élève. Pas, quoi. Ok. Ouais. Ouais, mais quand ça colle pas, c'est pas grave parce que tu sais ça colle pas, mais t'en as tellement des profs et de toute façon c'est open bar. Donc ça colle pas avec lui. Bon, voilà, t'as perdu 1 heure. Généralement le prof en plus, il offre le premier cours. Donc t'as perdu qu'1 heure de temps, t'as même pas payé. Voilà, ça a pas collé et hop, t'as retrouvé un deuxième. Ah lui, il est génial et puis c'est parti. Tu vois, ça fonctionne comme ça, super prof. Tu vois, t'as le catalogue ouvert pendant 1 mois. Tu vois un prof, tu penses qu'il est bien, tu le rencontres. Oh, ça fit pas, enfin je sais pas, tu sais pas pourquoi. Bon bref, hop, tu rencontres un autre le lendemain, super, ça match et puis t'es parti avec lui pour 10 heures de cours. Tu vois. Et là, la mission pour nous, elle est remplie. Compris. Où est-ce que tu vois les frictions sur le parcours de l'élève qui va chercher un prof et qui va payer pour la première fois? La friction, c'est toujours la même chose. Hein. Ça arrive au moment de payer le panier, quoi. C'est-à-dire quand tu arrives. Alors, qu'est-ce que tu lui donnes comme réassurance ou en tout cas comme légitimité du service? Alors. Pour qu'il mette sa carte et qu'il n'y ait pas de. Ouais. Alors, déjà, on lui dit que le premier cours est offert généralement. D'accord. On lui montre les anciens avis des élèves. On lui montre que son prof, il répond rapidement. Tu vois, on lui montre plein d'informations qui fait qu'il a choisi ce prof-là, que ce prof-là, si on connaît le profil de l'élève, que ça matche bien avec ce genre de profil. Enfin, tu sais, on essaie de le rassurer un maximum. Mais à un moment, t'as quelqu'un qui est arrivé sur cette page de paiement et est-ce que c'est trop cher pour lui? Est-ce que il veut penser peut-être trouver un professeur d'une autre façon, ou peut-être que il s'intéressait mais en fait il voulait pas vraiment voir le prof, ou enfin tu vois, il y a 1000 raisons. Aujourd'hui, notre taux de transfo il est quand même très bon. Tu vois, sur le. Tu peux nous le donner? Ouais, 35%. Sur 100 personnes qui arrivent sur la page de paiement, il y en a 35 qui payent. Okay. Voilà. Un autre truc aussi pour réassurer, c'est que, je te l'ai pas dit, mais on ne fait payer que si le professeur accepte ta demande de cours. C'est-à-dire que toi, tu dis tiens, ça paraît bête, mais si tu demandes une demande particulière, tu dis moi je veux un prof de guitare chez moi, mais dimanche matin et pas autrement. Bon, tu fais ta demande à une prof qui est géniale, qui est fabuleuse, mais le dimanche matin c'est pas possible, elle peut pas. Non, c'est terminé. Et puis tu voulais qu'elle, il y a pas de discussion, c'est elle et personne d'autre, ou lui personne d'autre. Bon, la majoration se fait pas, la prof décline l'offre. Nous on essaie de lui proposer d'autres alternatives, mais l'élève il dit non, moi c'était elle et personne d'autre. Bon, elle est dimanche matin et dans ce cas-là il y a pas de paiement, quoi. Voilà, et tu payes jamais rien chez nous. Voilà. Ok. Bon, ça arrive rarement maintenant, de moins en moins, parce que avant ça arrivait parce qu'on avait assez peu de profs, et donc comme nous on travaillait vachement la géolocalisation, c'est-à-dire quand on propose un prof, on essaye qu'il soit allé à 500 mètres autour de chez toi. Des fois il arrivait qu'on avait qu'un seul prof, donc t'as qu'un seul prof, tu le proposes, celui-là il peut pas, c'est terminé, tu perds la transaction. Mais maintenant, comme on a un maillage très fin la géographie française et internationale, on a toujours une alternative. On peut vachement te proposer d'autres professeurs. Tu vois. Ok. Et tu payes pour combien de temps en général? Il reste combien de temps 3 mois en moyenne. Il paye pour 3 mois, ça veut dire qu'on met 3 mois à trouver le bon professeur, ou Non. Il continue à. Non, ils trouvent un professeur, puis après ils en trouvent un deuxième, puis ils continuent avec un troisième. Ils ont envie d'avoir accès à la base de données pendant 3 mois. Ok, j'aimerais creuser la croissance côté élève. Du coup, tu m'as dit que c'est 90% sur du SEO. Ouais, voilà. Quels sont les autres leviers que vous utilisez? Alors, retargeting, évidemment, puisque quelqu'un qui vient chez nous, qui a commencé à mettre en relation avec un prof, on essaie de le retargeter. Donc, ça passe par retargeting Facebook, AdWords, Insta, évidemment, Facebook, voilà. Et puis après, on a commencé un petit peu à faire de AdWords pour aller chercher des élèves. Parce que depuis le début, en fait, c'est depuis cette année, on commence à aller chercher des élèves. Avant, on venait chercher que des profs. C'est-à-dire que on était, comme je te disais, tous nos collaborateurs n'avaient qu'un seul idée en tête, c'est recruter des professeurs de façon massive. Et donc, on utilisait le référencement naturel, mais aussi le référencement payant, et puis les partenariats avec les universités, les partenariats avec les sites type Indeed, tu vois, de recherche d'emploi. Tu vois, on a un deal international avec Indeed. On travaille, on recrute massivement des profs au Japon, en Australie, grâce à Indeed et compagnie. Donc voilà, on a plein les job boards qu'on appelle. Voilà. Les job boards, c'est plein de sites qui nous permettent de recruter, plus beaucoup de partenariats avec les universités aussi, ou des BDE.
Tu vois, il y a certains pays où ils ont des BDE qui sont regroupés en un méga BDE. Donc là, tu peux communiquer avec plein d'élèves. Et donc, tu as des élèves de grande école, par exemple. Ça, c'est très intéressant pour nous. On aime beaucoup les élèves de grande école. En soutien scolaire, du coup. Ouais, en soutien scolaire. Ouais, maths, français, philo, aide aux devoirs, tout ça. C'est des matières qui marchent très bien chez nous. Donc voilà, étudiants de grande école, ça marche bien. Et surtout, il y a aussi tous les gens qui préparent l'école. Tu vois, il y a rien de mieux que de dire, tiens, je prépare Centrale Paris, tiens, mon prof de maths, il a fait Centrale, et donc en plus, non seulement il me prépare, il me motive, mais en plus il m'explique comment ça se passe le concours. Enfin, tu vois, t'es dans une dynamique un peu. J'aimerais bien atteindre l'école de mon prof, quoi. Grand frère. Ça marche bien. Ouais. Coach plus que prof, quoi. Ouais, tu vois. Ok. Ah bah, ouais. On dit prof parce que c'est super prof, mais bien sûr, il y a des mentors, des coachs, il y a des artistes, il y a des coachs professionnels aussi, il y a même des coachs amoureux, hein, pour te dire. Maintenant, je suis super prof. On est vraiment très large, tu vois. C'est voilà, le soutien scolaire, c'est notre grosse activité, mais on a du coach en tout genre, quoi. Et donc ça pour te dire qu'on s'est mis à recruter de l'élève là depuis le début de l'année à peu près. Donc retargeting, beaucoup de retargeting et un peu d'AdWords. Voilà. Donc on commence à recruter en AdWords. Voilà. Ça, c'est le newbies. Et du coup, l'activation de ta base, tu me disais SMS et email. Oui, exactement. Avec un CRM que vous avez développé en interne. Oui, tout à fait. C'est beaucoup de boulot, tout ça. Donc, vous êtes 200. Il y a 28 country managers, il y a 75 concepteurs-rédacteurs. Ça nous fait un peu plus de 100 personnes. C'est quoi le reste? Technique et SEO, à peu près. Avec l'acquisition aussi qui commence à être assez grosse. Mais dev, hein, on a beaucoup de devs. Il y a combien de devs? Une vingtaine. D'accord. Et sur une techno, du coup, qui est développée en interne? Oui, tout à fait. Il y a pas de, vous n'utilisez pas de plateforme, pas de CMS? Non. On a tout développé, PHP, MySQL, voilà. On a commencé comme ça. Et puis après, on s'est adapté parce que au début, c'était vraiment du spécifique. D'accord? Mais quand on a commencé à être un peu plus que 4 ou 5, le spécifique, c'est bien, mais les gens, ils détestent le spécifique. Tu sais, quand tu fais du recrutement, chercher des développeurs PHP Legacy, il n'y en a pas 10 000. Alors que tu achètes quelqu'un pour Symfony, c'est plus simple. Donc, on a commencé à faire merger comme ça, à mettre des briques qui font que, voilà. Par exemple, tout le front, tu vois, on est sur Vue.js, alors qu'avant, on avait un front spécifique. Tu vois, donc on commence à faire migrer. D'accord, vous migrez au fur et à mesure toute la plateforme pour limiter la dette technique, c'est ça? Donc PHP vers Symfony pour le bac. Et puis le recrutement, exactement. Recrutement et puis ce transfert de connaissances aussi. Tu vois, au bout d'un moment, quand t'as que du spécifique, si tu veux, tes développeurs. Le recrutement, je comprends pas. Ah pardon, pour limiter la dette, mais aussi pour avoir plus de facilité à recruter les bons ingénieurs. C'est ça. D'accord. Tout à fait. Ok. Voilà. Ok, ça c'est sur la plateforme. Alors je reviens un peu sur le marketing et l'acquisition. Je te posais la question en préparant cet entretien, mais on a décidé d'en parler pendant l'entretien. Alors, je te demandais si tu avais des ambassadeurs pour recruter des profs ou des élèves. Oui, absolument. On a un programme ambassadeur, on en a 2000 en France aujourd'hui, et ces ambassadeurs, principalement, en fait, ils vont nous aider à améliorer le produit et l'expérience utilisateur. Voilà. Ils sont pas tellement là pour recruter en plus des élèves. C'est des super profs, en fait. Ouais. C'est ça. C'est les profs qu'on met en avant, c'est les profs qui font ça à temps plein. On les aide aussi, tu vois, il y a pas mal de formations aussi, on les reçoit, ils travaillent ensemble. Parce que vraiment, le gros challenge de Superprof en ce moment, c'est de transformer ce petit job de cours particulier en vrai métier. Voilà, ton métier, ta passion, t'es prof d'anglais, c'est un vrai métier. T'es pas le petit job de prof particulier d'anglais où tu envoies des SMS et puis tu te fais payer en liquide à la fin du cours et tout. C'est, tu vois, non. Nous, ce qu'on veut, c'est développer vraiment un vrai métier autour du cours particulier. Et un truc qui est compliqué, c'est comme toute personne qui est indépendante, la solitude. Donc, on essaie vachement de travailler aussi à regrouper nos professeurs. Tu vois, et donc nos ambassadeurs, le programme ambassadeur, c'est aussi regrouper autour d'un ambassadeur qui va faire part, par exemple, de voilà comment il a réussi à développer son activité, comment il s'est fait payer, comment il a développé aussi un règlement intérieur pendant ses cours. Enfin, tu vois, il va y avoir des sessions organisées par nos ambassadeurs pour d'autres professeurs qui vont venir chez nous. Organisées quoi, par zone, par matière? C'est quoi l'histoire? Ouais, les deux. Ok. Il y en a par pays aussi. Tu vois, moi j'ai assisté à des soirées ambassadeurs en Italie, au Brésil, en Espagne. On fait la tournée le Tour de France également. Donc ça c'est rigolo. Ouais, La beauté de ton modèle en fait, c'est que tu t'es pas retrouvé il y a 2 ans dans la même situation que toutes les plateformes qui faisaient du coup de l'escroc, comment on dit en français, du tiers de confiance, qui facture pour rendre ensuite, et du coup il n'y a pas cette histoire de légal de statut de. Non, et puis on fait aussi. Tu as dans la base, quoi.
Ouais, et puis on s'est épargné aussi le fait de se mettre entre le prof et l'élève. Si tu veux, nous on est un outil, on est un moteur de recherche, donc on est, tu vois, on fait pas le juge de paix entre le prof et l'élève. Ton prof, tu l'as pas payé, il est pas content, il nous appelle pas, il se dirige vers l'élève. Tu vois ce que je veux dire, c'est que on se met pas entre le prof et l'élève, on prend pas de commission, donc il y a pas toute la partie effectivement juridique dont tu parles, là, le côté séquestre. On séquestre, on livre, on prend la commission, machin et tout, tu vois, on est entre les deux. Et du coup charge pas ça. Voilà. statut légal. Et support aussi du coup, parce que quand t'as un problème, faut appeler le support. Tu sais, quand t'as pas été payé parce que t'as pas reçu ton séquestre, et puis en fait l'élève il a dit, enfin. Nous, on s'est dit non, nous on est un pure player. On n'est pas un site de cours particulier, enfin une agence de cours particulier. On est un pure player. On est un moteur de recherche qui te permet de trouver le professeur parfait. On va te donner tous les outils, toi professeur, pour que tu puisses donner tes cours et en faire un vrai métier. Et on va te donner tous les outils, toi élève, pour que tu puisses trouver ton prof parfait au meilleur tarif et proche de chez toi et que ça soit simple. Tu vois. Mais on est là en support pour s'il se passe un truc, on veut s'assurer que ça se passe bien, mais t'es libre et t'es indépendant avec ton prof. Tu vois, c'est comme ça qu'on compris. C'est le truc, parce que sinon, c'était compliqué. Il fallait 15 000 personnes de plus. Il fallait, je sais pas combien de personnes en compta. Tu vois, ça devient une autre boîte, en fait. Et nous, on voulait être pure player, moteur de recherche. C'est quoi ton principal challenge aujourd'hui? L'enjeu que tu vois devant toi sur 2021 et 2022? Encore une fois, je te dis vraiment un énorme enjeu, un truc que j'ai en tête, c'est transformer le métier de prof particulier en un vrai métier. Vraiment faire en sorte que les profs ils se posent pas de questions, que ça soit très fluide, ça et tout. Là, avec le confinement, on a vraiment senti qu'il se passait quelque chose. C'est-à-dire que vraiment, les cours par webcam ça fonctionne bien. Il y a le trafic a bien augmenté. Alors là, j'ai le sentiment que là, on arrive à un point en septembre où là, ce que tu disais, c'est-à-dire vraiment le truc qui va jumper, où il va y avoir vraiment un truc qui va décrocher. Je crois que ça va arriver là, en fait, tu vois. Jusqu'à présent, on était sur une linéaire croissance, tu vois, croissance linéaire assez importante avec un bon rythme, hein, tu sais, l'hypercroissance. Mais x2 chaque année depuis 7 ans, c'est beau, hein, et 12 millions de CA. Ouais. Vous êtes rentable puisque tu n'as pas levé de fonds. Oui. J'imagine. C'est beau. Ouais. Oui, c'est beau, mais écoute Laurent, vraiment, j'ai le sentiment que là, c'est en septembre, ça va arriver ce petit décollage qui va nous permettre vraiment d'asseoir, si tu veux, le fait que pour apprendre, tu vois, la meilleure façon, c'est d'avoir un professeur, et la meilleure façon de trouver un professeur, c'est d'être chez Superprof. Tu vois, donc voilà, je suis en train de bien anticiper, bien faire en sorte que ça tienne bien, et que voilà, les élèves et les professeurs, ça soit inévitable, en fait, que Superprof devienne un truc vraiment inévitable pour rencontrer le professeur parfait. Est-ce que le modèle est bien, le modèle est validé, le site est robuste, on encaisse beaucoup de trafic, on est capable d'énormément délivrer par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et on sent là vraiment qu'il y a une tournure et que la croissance est bonne et que ça va repartir vraiment très fort. Et donc voilà, mon challenge, c'est de faire un septembre où on change un peu de cap. Quel est le ratio entre cours physiques et cours à distance? Alors avant le confinement, c'était 80% de cours en physique et 20% de webcam. Ouais. Et évidemment, quand on est passé en confinement, on a mis tout le monde à la webcam. Donc 100% des cours, c'était plus possible de demander des cours en physique. De toute façon, c'était interdit, il fallait pas se déplacer. Donc oui, bien sûr. Mais avant, déjà 2-3 jours avant, en fait, chez nous, c'était déjà plus possible. Voilà. Et puis ça n'a pas été sans une mince affaire, parce qu'il fallait aider les gens, en fait, à s'équiper et à se dire c'est possible. Voilà. Et donc nous, on a doublé l'équipe support, l'équipe technique est venue donner aussi, ça c'était très sympa à voir, donner un coup de main au support, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui disaient mais attends, mais comment je fais avec mon Windows, parce que moi j'ai une tablette, alors si je veux faire quel enfer. mais ça il fallait qu'on puisse répondre. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que j'utilise comme logiciel, tu vois. Et surtout tu les accompagnes aussi sur le... Pardon, je t'ai coupé, vas-y, excuse-moi. Non, mais c'était plus les gens techniques, en fait, qui faisaient du support. Donc ça, c'était assez marrant. Mais voilà, puis on a élargi aussi les heures d'ouverture du support pour que les gens puissent nous appeler, parce que on est beaucoup appelés, nous, hein. On communique très, très facilement notre numéro un peu à tous nos profs et nos élèves. Donc voilà. Et puis, tu dois accompagner les profs aussi sur un moyen de se faire payer, non? Oui. On l'a, en fait, on a en interne un système de paiement. Donc en gros, tu réserves ton cours via la plateforme. Et donc ça a bien explosé aussi. C'est-à-dire que avant, comme je te disais, en fait, chiffre d'affaires égale marge brute, c'est notre chiffre d'affaires. Mais maintenant, on a un volume d'affaires, puisque on est capable d'encaisser pour le prof et de reverser
encaissé pour le prof, l'élève paye sur le site, et après on reverse 100% au professeur. Voilà. D'accord. Donc vous avez bien ce côté. Enfin, vous tendez vers ce côté place de marché avec mise en séquestre. À ceci près qu'on prend aucune commission. Donc, je crois qu'on est la seule place de marché qui utilise un système. Même pas le coût financier de. On le prend pour nous. Ok. C'est comme ça. C'est beau. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année qui vient du coup? Ah, la même chose. Je sais pas quoi te dire. Non, tout va bien. c'est la belle vie, vraiment. On peut rien me souhaiter de mieux. Moi, je suis très content. Je suis avec ma petite famille, et puis ma petite famille, voilà, avec mon fils et ma femme, et puis avec ma grande famille qui est mon équipe. Donc non, que ça continue comme ça, et que encore une fois, je te dis que les professeurs continuent à travailler de plus en plus avec les élèves, que que les gens comprennent que trouver un professeur c'est simple, on est en toute confiance, nos professeurs sont vraiment incroyables, et puis surtout un prof c'est la meilleure façon pour apprendre quelque chose. Si tu veux, t'as beau le tourner dans tous les sens, t'as beau aller à la Fnac, t'acheter toutes les méthodes pour apprendre l'anglais, tu peux te mettre les méthodes A6000 sous ton oreiller. À un moment, si t'as pas quelqu'un qui vient te coacher, te sanctionner, te booster, te challenger, t'arriveras pas à apprendre. La meilleure façon d'apprendre rapidement quelque chose, c'est de trouver un professeur, et ça tombe bien parce qu'on a à peu près tous les professeurs dans tous les domaines chez nous. Voilà, Laurent. Wilfried, je te remercie énormément pour ton temps. C'était passionnant. J'ai particulièrement apprécié alors c'était la 30e minute, 35e minute, votre approche du SEO et l'organisation que vous avez pour la rédaction d'articles. C'est énorme. Et du coup, je comprends aussi que vous êtes, alors, Google dependent, ce qui est très bien, ce qui est un travail sur de longue haleine et qui porte ses fruits, qui est aussi risqué parce que le jour où, chaque fois que Google change son algo, ça. Bien sûr, c'est les sueurs froides évidemment, mais c'est aussi pour ça que maintenant aussi on investit de plus en plus massivement dans l'AdWords, parce que tu es pas sans voir que l'AdWords sur mobile prend de plus en plus de place. Avant, moi je disais à tout le monde, tapis court particulier, on est premier sur Google. Maintenant, oui, on est premier, mais derrière 3 annonces AdWords et derrière une map. Tu vois, donc maintenant il faut être aussi bon. Le SEO, ça suffit de moins en moins. Si tu veux. Oui, c'est important, il faut être premier, voilà, mais en fait, faut être premier aussi dans AdWords. Enfin bref, voilà. Donc c'est pour. Alors je viens de me mettre en fenêtre anonyme. Je suis allé dans google.fr. J'ai tapé comment jouer guitare main gauche, et vous êtes effectivement deuxième. Mais après les vidéos et après après les vidéos, c'est tout. Super prof. Et du coup, j'arrive sur ta page. Donc cet article, je vois des chapitres et je vois des gros call to action. Découvrez nos professeurs. Donc c'est là ton embasement en fait. Oui, tout à fait. Et pour te dire aussi, on a fait une des dernières acquisitions qu'on a fait en Angleterre, en Espagne. C'est un gros site justement de fiches de cours qui faisait 5 millions de trafic mensuel, qui s'appelait Vitutor, et qu'on a racheté principalement parce que trafic énorme sur le contenu de cours, et qui nous permet par rebond d'être plus fort, que notre blog soit plus fort, que notre site de ressources soit plus fort, et envoyer du trafic vers notre site principal pour trouver des professeurs. On rachète aussi du contenu. D'accord. T'as combien de personnes qui gèrent l'optimisation de cette page de contenu, puisque c'est la page principale d'acquisition, on est d'accord, hein? Alors c'est le travail principal de mon associé. Parce qu'on n'en a pas parlé de mon cher ami Yann, associé. Donc moi je m'occupe principalement du produit, lui s'occupe principalement de l'acquisition et du trafic. Donc voilà, c'est comme ça qu'on se répartit les rôles. Et donc lui il a son équipe, et son équipe ils font un travail fabuleux justement et alors après on est énormément assisté de tous les gros consultants de la place pour nous aider effectivement à être vraiment tenus sur les dernières nouveautés, derniers algorithmes, dernières choses qui se passent chez Google. Donc on a des consultants externes, et puis on a toute une équipe en interne qui a une grosse compétence. Et Yann, c'était pour ça que on s'est rencontrés, que j'ai acheté, parce qu'il était premier sur toutes les requêtes de cours particuliers. Et Yann, c'est un mec à faire ses métiers, qui est un tueur du référencement naturel. Donc voilà, donc c'est mon associé, c'est lui qui s'occupe de RefNat principalement, quoi. Et de transformer les 16 millions de sessions chaque mois de ceux qui ne sont pas encore inscrits vers des gens qui vont chercher un prof, quoi. Exactement. Super. C'est pas une affaire. Merci énormément pour ton temps. C'était passionnant. Vous retrouverez cet épisode sur toutes les bonnes plateformes, évidemment. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et si vous avez des questions, alors Wilfried Granier sur LinkedIn se trouve assez facilement, et Laurent Kretz évidemment sur LinkedIn également. J'ai dit 4 fois également en l'espace de
10 secondes, pas mal. Peut-être que je devrais prendre des cours d'élocution. Wilfried, merci énormément pour ton temps et au plaisir. À très bientôt. À bientôt. Salut. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.